La rencontre avec le masque. La soirée bourdonnait autour de lui. Les verres tintaient, les rires éclataient, et pourtant, Lucas se sentait étrangement détaché, comme s'il observait la scène à travers une vitre. Ses amis parlaient neuf fort, enchaînaient les anecdotes, et tout semblait parfaitement normal. Mais quelque chose clochait. Il y avait ce sourire trop large de Camille, cette façon de hocher la tête avec un enthousiasme presque mécanique. Elle a l'air si heureuse, pensa Lucas. Mais son regard fuyait vers le sol à chaque fois qu'on lui posait une question personnelle. À côté, Julien riait plus fort que nécessaire, comme pour couvrir un bruit que personne d'autre n'entendait. Lucas fronça les sourcils. Ce n'était pas la première fois qu'il ressentait cette étrange dissonance entre les mots et l'atmosphère. Depuis des semaines, il avait l'impression de marcher dans un théâtre où chacun jouait un rôle, où les dialogues étaient écrits à l'avance. Ce soir-là, il décida de rentrer plus tôt. Dans son appartement, il chercha distraitement un livre à lire et tomba sur un vieux volume, à la couverture râpée. Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche. Le livre appartenait à son père et sentait la poussière et le tabac froid. Il l'ouvrit au hasard. Tout esprit profond a besoin d'un masque. La phrase le transperça, comme si le livre lui parlait directement. « Un masque ?» murmura Lucas. « Alors, ce que je vois chez les autres, ce n'est peut-être pas eux, c'est ce qu'ils montrent pour survivre. » La pièce sembla s'assombrir un instant, et soudain, il n'était plus seul. Une silhouette, mi-ombre, mi-lumière, se tenait devant lui. L'homme avait une barbe, un regard perçant et un sourire presque ironique. « Tu poses les bonnes questions, » dit-il d'une voix grave. « Qui êtes-vous ? Appelle-moi le professeur, ou simplement Nietzsche. Ce n'est pas mon nom qui importe, mais ce que tu es prêt à voir. » Lucas déglutit. Il ne savait pas s'il rêvait ou s'il devenait fou. « Les gens te montrent un masque, » continua l'homme. « Non pas pour te tromper, mais pour se protéger. Si tu apprends à lire au-delà du masque, tu verras ce que personne d'autre ne voit. » Lire les gens ? Oui, mais fais attention. Une fois que tu auras vu, tu ne pourras plus revenir en arrière. Lucas sentit un frisson lui parcourir l'échine. Une partie de lui voulait refermer le livre, oublier cette apparition et continuer à vivre comme avant. Mais une autre partie brûlait de savoir. « Montrez-moi. » L'homme esquissa un sourire énigmatique. « Très bien. Alors regarde attentivement. Écoute ce qui n'est pas dit. Observe les fissures. La vérité n'est pas dans les mots. Elle est dans les silences, dans les tensions, dans ce que les gens ne peuvent s'en cacher. » Lucas inspira profondément. Pour la première fois, il avait l'impression que tout ce qu'il avait ressenti confusément depuis des années avait un sens. Ce n'était pas son imagination. Les gens cachaient quelque chose. Et il allait apprendre à le voir. Masque et fissures. Le lendemain, Lucas ne voyait plus le monde de la même façon. Dans le métro, au café, au travail, tout semblait amplifié. Les regards, les gestes, les silences prenaient une dimension nouvelle. C'était comme si une lampe torche invisible éclairait les fissures dans le vernis des gens. Nietzsche était là, parfois derrière son épaule, parfois en face de lui, comme un guide que lui seul pouvait voir. Tout le monde porte un masque pour survivre. La première leçon arriva le matin même. Lucas entra dans le bureau et salua Clara, sa collègue, qui répondit avec un sourire exagérément chaleureux. « Toujours d'aussi bonne humeur, Clara », plaisanta Lucas. Elle éclata de rire, mais ses épaules se crispèrent. « Regarde », souffla Nietzsche à son oreille. Ce rire dure une seconde de trop. Sa mâchoire se serre à la fin. Ce n'est pas de la joie, c'est un bouclier. Lucas observa de plus près. Clara tripotait son stylo. Ses yeux balayaient la pièce, comme si elle cherchait une sortie. Elle a peur, comprit-il. Peur de ne pas être aimée, de ne pas être acceptée. Et soudain, il se sentit moins agacé par son trop-plein d'enthousiasme. 2. Ce qu'il déteste révèle ce qu'il cache. À midi, l'équipe déjeunait ensemble. Un collègue, Martin, se lança dans une tirade sur « les gens arrogants ».
Je ne supporte pas les frimeurs. Ils me donnent envie de vomir, dit-il en haussant le ton. Nietzsche posa une main imaginaire sur l'épaule de Lucas. Tu entends? C'est de la projection. Il voit chez les autres quelque chose qu'il ne supporte pas en lui. Lucas observa Martin. Il parlait fort, se vantait de ses exploits sportifs 5 minutes plus tôt. Lucas sourit en coin. Il déteste chez les autres ce qu'il a peur d'être lui-même, murmura-t-il. 3. Le silence en dit plus que les mots. Ce soir-là, Lucas retrouva son ami Karim au bar. « Alors, comment ça va avec Amélie ?» demanda Lucas. Karim hésita, fixa son verre. « Ça va », répondit-il finalement, « trop vite. » Nietzsche fit un signe de tête. « Voilà, écoute ce silence avant la réponse. Écoute le mot qui tombe comme une pierre. Ce n'est pas la vérité. » Lucas sentit une pointe de tristesse. Karim allait mal, mais ne pouvait pas le dire. 4. La vertu excessive est un déguisement. Quelques jours plus tard, Lucas assista à une réunion d'association. Une femme, Bénédicte, passait son temps à rappeler aux autres comment être de bonnes personnes, reprenant chaque mot, chaque blague. Nietzsche ricana doucement. La moralité trop bruyante est souvent un masque de vanité. Elle ne prêche pas pour le bien, mais pour son image. Lucas la regarda autrement. Derrière son ton supérieur, il voyait maintenant quelqu'un qui avait désespérément besoin qu'on la reconnaisse comme pure. 5. Les mensonges qu'ils croient eux-mêmes. Un soir, il croisa un ancien camarade de classe, Étienne. « Alors, toujours avec Marie ?» demanda Lucas. « Oh non, c'est fini depuis longtemps. Mais ça va, je m'en fiche, » dit Étienne avec un haussement d'épaule. Nietzsche secoua la tête. « Il ne te ment pas, il se ment à lui-même. Ces mots, il les a répétés si souvent qu'il y croit presque. » Lucas sentit la douleur derrière la phrase. 6. Derrière la supériorité, une peur d'être petit. Enfin, un vendredi, son patron réunit l'équipe et passa 10 minutes à lister ses propres réussites avant de donner les objectifs. « Voilà l'enfant sur le trône », souffla Nietzsche. « Derrière cette couronne, il y a un cœur qui tremble. Il a peur qu'on l'oublie, qu'on le juge insuffisant. » Lucas, qui avait toujours ressenti de l'agacement, se surprit à ressentir une forme de compassion. À mesure que les jours passaient, Lucas avait l'impression de percer un code secret. Les gens n'étaient plus des silhouettes anonymes. Chaque sourire crispé, chaque rire trop fort, chaque silence devenait un indice. Mais plus il voyait, plus une question le hantait. « Et moi ? Quel masque est-ce que je porte ?» Nietzsche lui répondit par un regard perçant, presque sévère. « Tu es prêt pour la prochaine étape. Maintenant, nous allons voir non seulement les masques, mais ce qui les fait se fissurer. » Lucas sentit son cœur s'accélérer. S'il allait plus loin, il ne pourrait plus ignorer ce qu'il verrait. « Allons-y, » dit-il enfin. Sous les masques. Les jours suivants, Lucas entra dans une phase étrange. Tout semblait plus bruyant. Pas les mots, mais les émotions invisibles. Comme si le monde entier se mettait à parler dans une langue qu'il apprenait tout juste. Et parfois, cette voix était si forte qu'elle le réveillait en pleine nuit. Nietzsche n'était plus seulement une silhouette lointaine. Il marchait à côté de lui, le guidait d'un geste, comme un maître qui apprend à son élève à observer les étoiles. « Tu as vu les masques » dit-il un matin. « Maintenant regarde ce qui les fait glisser. » Lucas hocha la tête, presque nerveux. 7. La peur derrière presque chaque action. Au travail, une collègue expliquait un projet avec une avalanche de détails, se justifiant à chaque phrase. Lucas se surprit à penser « Elle n'explique pas pour nous, elle explique pour se rassurer. » Nietzsche confirma d'un signe « Les gens n'agissent peut-être pas seulement par désir, ils agissent pour éviter la perte, la peur de l'échec, du rejet, de l'humiliation. C'est ce qui les pousse à parler, à se taire, à dire « oui » quand ils veulent hurler « non ». Cette révélation frappa Lucas comme une vague glacée. « Et moi ?»
se demanda-t-il. Combien de décisions ai-je prises par peur plutôt que par choix? 8. La critique est souvent une confession. Un soir, dans le métro, un inconnu fulminait contre eux. Ces gens qui se plaignent tout le temps. Lucas le regarda avec une étrange douceur. Il se bat contre quelque chose en lui, dit-il tout bas. Peut-être contre ses propres larmes. Nietzsche eut un sourire satisfait. Exact. La critique n'est qu'un miroir brisé. Plus quelqu'un insiste, plus il te montre l'endroit où il saigne. Lucas nota mentalement cette vérité. Écouter une plainte, c'est tendre l'oreille au cœur de celui qui parle. Bepte 9. Derrière la confiance trop parfaite, la culpabilité. Quelques jours plus tard, Lucas assista à une conférence où l'orateur, un coach charismatique, parlait avec une assurance déconcertante. Chaque phrase sonnait comme une vérité absolue, mais Lucas remarqua les microsecondes de tension dans ses mains, la façon dont il resserrait sa cravate avant chaque question. « Il joue la certitude », murmura Nietzsche, « parce qu'il a peur d'être vu. Cherche la culpabilité qu'il essaie d'enterrer. » Lucas frissonna. « Combien de fois ai-je fait pareil, en prétendant être sûr de moi juste pour cacher mes doutes ?» 10. L'exagération comme cri de l'ego. À la pause déjeuner, Lucas entendit un collègue répéter « Franchement, je m'en fiche complètement de ce que les autres pensent. » Mais sa voix était trop forte, son rire trop nerveux. Lucas pensa « Plus il insiste, plus il prouve qu'il s'en soucie. » Nietzsche éclata d'un petit rire sec. « L'exagération n'est pas une vérité. C'est un volume. Plus c'est fort, plus ça cache quelque chose. » Lucas sentit une pointe de compassion. Tout ce bruit pour couvrir le doute. 11. Ceux qui contrôlent craignent le chaos intérieur. Le samedi, Lucas rendit visite à ses parents. Sa mère, comme toujours, vérifia chaque détail. La table, les serviettes, l'ordre des plats. « Tu vois » dit Nietzsche doucement. « Ce n'est pas de la force, c'est de la peur. » Son monde intérieur tremble. Alors elle serre l'extérieur comme un poing. Lucas la regarda autrement. Au lieu de s'irriter, il posa une main sur la sienne. « Ça va, maman, on peut juste profiter du repas. » Elle le regarda, un peu surprise, et relâcha un soupir qu'elle semblait retenir depuis des années. 12. Plus la performance est bruyante, plus le cœur est vide. Sur les réseaux sociaux, Lucas tomba sur le profil d'un ancien camarade. Chaque photo était un festival de perfection. Vacances exotiques, corps sculpté, sourire impeccable. « Tu crois qu'il veut te montrer qu'il est heureux ?» demanda Nietzsche. « Oui, mais on dirait qu'il se bat pour que le monde l'entende. Voilà, le bruit cache le besoin. Plus il crie « Regardez-moi », plus il a peur de disparaître. » Lucas ferma son téléphone. Il ne ressentait plus d'envie, seulement une immense tendresse pour ce camarade qu'il n'avait jamais vraiment compris. Les jours suivants furent étranges. Lucas sentait les vérités se superposer à tout ce qu'il voyait. Les masques devenaient transparents, les cris se transformaient en chuchotements de peur, les silences en appels à l'aide. Mais avec cette nouvelle clarté, vint aussi une lourdeur. Un soir, il rentra chez lui, s'assit sur son lit et se prit la tête entre les mains. « C'est trop », souffla-t-il. « Je vois tout, les fissures, les peurs. Et maintenant ?» Nietzsche le fixa, grave. « Maintenant, tu dois décider, continuer à voir ou refermer les yeux. » Lucas releva la tête. Ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle. « Je continue. » Un mince sourire passa sur le visage du philosophe. « Bien, mais prépare-toi. La prochaine étape, c'est plus difficile. Tu ne verras pas seulement les autres. Tu te verras toi-même. » Le moment de rupture. Ce dimanche soir-là, Lucas était censé dîner en famille. Il n'en avait pas littos envie. Depuis qu'il voyait les masques des autres, les repas familiaux étaient devenus comme des laboratoires émotionnels. Chaque geste, chaque mot semblait crier une vérité qu'on voulait taire. La table était mise. Son père parlait politique, sa mère servait la soupe, son frère pianotait sur son téléphone. Tout semblait normal. Mais Lucas sentait un orage invisible. Nietzsche apparut, adossé au mur. « C'est ici que ça se passe, regarde bien. » 13.
Les gens parlent avec leurs blessures, pas avec leur logique. Franchement, l'amour c'est un piège, lança son frère à brûle-pourpoint. Les gens finissent toujours par se faire mal. Lucas faillit répliquer, puis se souvint de la leçon. Il le regarda différemment. Ce n'est pas une opinion. C'est une cicatrice qui parle. Tu as souffert, dit-il doucement. Son frère sursauta, surpris. Quoi ? Je ne dis pas ça pour te contredire. Je dis juste que ce n'est pas l'amour que tu rejettes, c'est la douleur. Un silence tomba. Même son père leva les yeux. Nietzsche sourit, satisfait. Tu vois, quand tu écoutes ce qui a brisé quelqu'un, tu comprends enfin pourquoi il parle ainsi. 14. Le pouvoir se révèle dans la façon de traiter les faibles. La conversation dévia sur un voisin qui avait fait faillite. Il n'avait qu'à mieux gérer ses affaires, dit le père d'un ton sec. Lucas sentit une colère monter, puis se rappela la leçon suivante. Tu n'as jamais eu le droit de te tromper, n'est-ce pas ? Demanda-t-il calmement. Son père resta figé, la cuillère en l'air. C'est pour ça que tu es si dur avec les autres quand ils échouent. Parce que toi, tu n'as jamais pu échouer sans payer le prix. Un long silence suivit. Sa mère posa lentement la louche. Son père détourna le regard. Nietzsche s'approcha et souffla. Tu n'as pas seulement lu son masque, tu as vu la prison dans laquelle il vit. 15. La peur d'être oublié. Plus tard, sa mère se mit à raconter pour la 3e fois la même histoire de son enfance, en riant. Lucas sentit une pointe d'agacement, puis quelque chose se fissura en lui. Elle a besoin d'être entendue, pensa-t-il. Pas pour l'histoire, mais pour exister. Maman, j'adore quand tu racontes ça, dit-il doucement. Continue. Elle le regarda, émue, comme si elle n'avait pas entendu cette phrase depuis des années. Nietzsche hocha la tête. Voilà, ceux qui parlent fort veulent être vus, pas parce qu'ils aiment le bruit, mais parce qu'ils ont peur du silence. 16. Derrière l'attaque, l'envie. En rentrant, Lucas consulta son téléphone et lut un commentaire moqueur sous une de ses publications. Encore un pseudo-philosophe qui croit avoir tout compris. Il sentit d'abord un pincement, puis un sourire lui échappa. Cette personne me lit. Elle aimerait peut-être dire ce qu'elle pense, mais elle n'ose pas. Alors elle attaque. Nietzsche confirma. L'envie est une admiration qui s'est travestie en critique. Tu n'as plus besoin de répondre avec colère. Lucas laissa tomber le téléphone et sentit un poids se lever de ses épaules. 17. Les gens répètent leur enfance. Cette nuit-là, Lucas eut un rêve. Il se vit enfant, assis dans le couloir, attendant que ses parents cessent de se disputer. Dans le rêve, il se sentait petit, invisible. Nietzsche s'assit à côté de lui, comme une ombre bienveillante. Tu comprends, maintenant ? Tu n'as jamais cessé d'attendre. Même adulte, tu cherches la paix, tu évites le conflit, tu fais semblant que tout va bien. Lucas sentit les larmes lui monter aux yeux. Alors je ne suis pas seulement en train de lire les autres. Je rejoue mon propre rôle depuis toujours. Exact, dit Nietzsche doucement, et la seule façon de briser le cycle, c'est de le voir. Lucas se réveilla en sursaut, le cœur battant, mais aussi étrangement léger. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit libre. Ce soir-là, devant le miroir, il observa son propre visage. « Et toi, quel masque portes-tu » se demanda-t-il. Et pour la première fois, il osa sourire. Pas pour plaire, pas pour rassurer, mais pour lui-même. Nietzsche apparut derrière lui, presque transparent. « Tu es prêt pour la dernière leçon » dit-il. « La plus importante. » Lucas hocha la tête. « Montrez-moi la révélation finale. » La semaine suivante, Lucas marchait seul dans la ville. Les passants défilaient autour de lui. Un homme pressé parlant au téléphone. Une adolescente absorbée par son écran. Une mère grondant doucement son enfant. Autrefois, il aurait vu un simple décor urbain. Aujourd'hui, chaque geste semblait lui raconter une histoire. Nietzsche apparut à ses côtés, plus silencieux que jamais. « Tu es presque au bout, dit-il. Il reste une vérité, la plus exigeante. » Lucas inspira profondément. 18. Les schémas sont des confessions.
Dans le café où il s'assit, Lucas observa un couple à la table voisine. L'homme vérifiait son téléphone toutes les 30 secondes. La femme, elle, riait fort, un rire un peu forcé. Lucas sentit soudain quelque chose de différent. Il ne les jugeait plus. « Ils ne font pas ça pour m'agacer », pensa-t-il. « Ils me montrent qui ils sont. » Il fuit peut-être la peur d'être piégé. Elle a besoin d'être entendue. Ce sont leurs confessions, silencieuses, mais sincères. Nietzsche le regarda, un sourire presque paternel sur le visage. « Voilà, tu entends ce qu'ils disent puis sans parler. Et tu ne te sens plus menacé, n'est-ce pas ?» Lucas secoua la tête. « Non, je me sens relié, comme si chacun de ces gestes était une main tendue. »« Alors tu as compris, » dit Nietzsche. « Tu n'as plus besoin de moi. » Lucas se tourna vers lui, surpris. « Vous partez ? » ?»« Je ne pars pas. Je deviens une voix en toi. Tu n'es plus l'élève. Tu es l'observateur, celui qui voit. » La silhouette se dissipa doucement, comme une ombre qui se fond dans la lumière. Lucas resta longtemps dans le café, regardant les gens passer. Il se souvenait du soir de la fête, de Clara et son sourire crispé, de Martin et ses critiques, de son père et sa dureté, de sa mère et ses histoires répétées. Tout cela formait un immense puzzle dont il venait enfin de voir l'image complète. Et puis, il pensa à lui-même, à l'enfant qui attendait dans le couloir, au jeune homme qui faisait semblant de ne pas avoir peur. Pour la première fois, il sentit une tendresse immense pour cet enfant. « Je te vois », murmura-t-il pour lui-même, et c'est assez. Un poids se détacha de ses épaules. Il ne voulait plus changer les autres, ni les juger, ni les sauver. Il voulait simplement être là, pleinement présent, et leur offrir ce qu'il aurait aimé recevoir, une écoute vraie. En sortant du café, la ville semblait différente, plus lumineuse, plus humaine. Une femme passait en pleurant au téléphone. Un homme riait bruyamment avec ses amis. Un adolescent traversait en courant, les écouteurs dans les oreilles. Lucas sourit. Il se souvenait des mots de Nietzsche. « Quand tu apprends à écouter profondément, tu deviens un miroir, pas une arme. » Il ne lisait plus seulement les gens, il se souvenait de lui-même. Cette nuit-là, Lucas écrivit dans son journal. « Aujourd'hui, j'ai compris que chaque geste est une histoire. Chaque masque est une prière. Chaque critique est une blessure qui cherche à guérir. Et que plus je vois les autres, plus je deviens moi-même. » Il referma le carnet et éteignit la lumière. Pour la première fois depuis longtemps, le silence dans sa chambre n'était pas vide. Il était plein de sens. Et dans ce silence, Lucas se sentit enfin chez lui.